Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport. Au programme ce lundi notamment du tennis de table au cœur d'une période bien chargée pour la SRTT Etival. Avec nous en plateau le président stivalien Christophe Marbach. Bonjour Christophe et bienvenue. Comment Bonjour, très bien, merci Nicolas. Bon, l'aventure s'est malheureusement achevée en Ligue des Champions, mais elle se poursuit en championnat. Tout à fait. Et toujours face à Metz. Et toujours face à Metz. Allez, troisième confrontation en une semaine à venir entre les deux équipes. Ça sera ce mardi. On reviendra là-dessus en seconde partie d'émission. Avant cela, on parlera football dans un instant pour prendre des nouvelles de l'ancien spinalien attaquant du SCO Angers, Esteban Le Paul. Tout cela en compagnie de Francis Verdun de Vosges Matin. Salut Francis, comment ça va ? Salut Nico, ça va ? Ouais, passé un bon week-end ? Oui, au froid, parce qu'il y avait du vent sur les terrains de foot, mais voilà, sinon ça va. Tout de suite, on passe à l'actu. Football donc pour débuter cette émission, nous sommes en visio avec l'ancien spinalien attaquant du SCO Angers en Ligue 1, Esteban Le Paul. Salut Esteban, comment ça va ? Salut tout le monde, ça va très bien et vous ? Ça va super, merci d'être avec nous au pied levé. On va prendre de vos nouvelles d'abord puisque vous êtes blessé aux adducteurs, mi-février. Comment ça va ? Où est-ce que vous en êtes ? Ouais, ça va, c'est une blessure qui est survenue pendant le match de Reims en championnat, mais ça va, j'ai bien récupéré, on a bien avancé sur la réathlétisation, donc ça va. Ouais, vous avez repris la course à pied il y a quelques jours. Est-ce que vous avez déjà une date de retour en match officiel ? Écoutez, là il y a du repos pour le groupe lundi, mardi, donc j'étais encore avec le préparateur physique ce matin, je le serai encore demain et on fera un point avec le médecin mercredi à la reprise pour voir comment ça se passe. Ouais, sachant que le prochain match c'est dimanche à Brest, hein, c'est ça ? Exactement. On se permet un petit rappel sur votre parcours, Esteban. Vous étiez au SAS en national la saison dernière, meilleur buteur du championnat lorsque vous avez été recruté par Angers, alors en Ligue 2 au bout du mercato fin janvier 2024. On reverra d'ailleurs quelques buts avec Épinal dans un instant. Et vous avez connu l'accession et une progression fulgurante avec l'équipe et à titre perso. Ouais, c'est un peu fou. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis parti d'Épinal. Entre-temps, il y a eu une montée en Ligue 1, une très belle deuxième partie de saison aussi avec Angers l'année dernière. Et puis la découverte de la Ligue 1, donc tout a été très vite et franchement c'est trop bien. Je vis un rêve et maintenant c'est devenu mon quotidien, donc c'est très bien. Ouais, c'est vraiment un rêve. C'est vraiment le mot qu'on allait employer, Francis. Ouais, c'est un rêve, mais que tu avais préparé, puisque il ne faut pas oublier que tu avais fait le centre de formation Lyon, qui t'avait mis forcément le pied à l'étrier du professionnalisme. Après, aujourd'hui, tu récoltes les fruits de ton travail, je pense. Oui, bah, je l'ai toujours dit, hein, surtout toi, tu le sais, on a beaucoup parlé, moi j'ai qu'un mot à la bouche, c'est le travail, et je pense que tout ça c'est la récompense de beaucoup de résilience et surtout de beaucoup de travail. On revoit les images de votre triplé avec le SAS, c'était début décembre de 2023 face à Châteauroux. À titre perso, là, il y a eu un démarrage pas poussif, mais en tout cas, il a fallu le temps de prendre le niveau, de hausser le niveau pour arriver au niveau de la Ligue 1 là, en début de saison. Ouais, alors c'est sûr qu'il y a eu un temps d'adaptation. Je vais pas vous mentir que sur les trois premiers matchs qu'on a joués contre Lille, Lens et Nice, j'ai vu des attaquants et je me suis dit qu'il allait avoir du boulot parce que j'ai vu des attaquants avec un niveau vraiment auquel je m'attendais pas et j'ai trouvé ça fantastique. Donc voilà, je me suis mis au boulot. Ça a mis un peu plus de temps, mais voilà, sur la deuxième partie de saison, tout se passe bien et j'espère vraiment que ça va continuer. On a un objectif à aller chercher Le maintien. et j'espère vraiment, c'est vrai, le maintien exactement. Et donc j'espère être décisif pour nous aider vraiment à l'obtenir. Le déclic, ça a été le match à Bobigny, un symbole, fin décembre, en Coupe de France. Oui, la Coupe de France qui est une compétition vraiment que j'affectionne parce que c'est toujours des belles aventures à vivre. Voilà, le coach m'avait pas beaucoup fait jouer avant, il décide de me faire jouer à Bobigny. Donc pour moi, c'est une chance à saisir. Soit une chance à saisir, soit une opportunité de se tirer une balle dans le pied en plus. Donc moi, j'ai préféré saisir ma chance et marquer ce but, faire un match complet comme je sais le faire. Et donc ça m'a permis de pouvoir enchaîner. Ouais, vous appréciez l'image, Christophe ? C'est qui tout double, hein, Ah oui, on tout lance à fait. les plus jeunes. Exactement. Voilà, il fallait pas rater cette chance. Et puis On derrière, en parlait un peu avant l'émission, ça reste un symbole, Bobigny, puisque c'est là que tu avais commencé avec Épinal, quand tu es revenu Exactement. voilà. Ouais, c'est ça, c'est des équipes que j'affrontais quand j'étais en N2 à Épinal lors de ma première venue dans les Vosges. Donc ouais, c'est toujours des parcours
qui me font un peu rire en fait. Et puis derrière, vous avez enchaîné donc une série de 8 buts en 8 matchs en championnat, ce qui a permis à l'équipe d'avoir son meilleur classement à l'époque. Et puis en coupe également, avec un fameux doublé à Strasbourg, qui va vous laisser des très beaux souvenirs. Ouais, sûrement les meilleurs souvenirs au niveau des buts que j'ai pu marquer. Émotionnellement, c'était quelque chose de fort de pouvoir marquer dans la région dans laquelle j'ai grandi et surtout dans un stade que je connais par cœur, un stade où j'ai vu évoluer Strasbourg dans toutes les divisions. Donc gros symbole et puis en plus c'était bénéfique pour nous donc c'était génial. Hein. Donc on l'a dit, les débuts de l'équipe ont été un peu difficiles, 0 victoire en 8 journées forcément avec le niveau du dessus. Aujourd'hui vous êtes 13e avec 7 points d'avance, le maintien est largement apporté à 10 journées de la fin je crois, c'est ça? Oui, il est largement apporté. On a 7 points d'avance, c'est vrai. Il va nous rester, moi je pense, 5-6 points à aller chercher pour s'assurer le maintien. Et il faudra aller chercher le plus vite possible parce qu'on a quand même un bon calendrier là qui arrive. Donc plutôt ça sera fait, mieux ce sera pour nous. Ouais, vous êtes d'accord Francis? Oui, on voit qu'Angers, il y a eu une grosse défaite ce week-end, mais on voit quand même qu'ils sont dans une spirale positive et ils sont sur une forme ascendante, quoi. Vous vous plaisez à Angers, à part ça Esteban? Oui, très bien, très bien. Avec ma copine, on se plaît bien. Franchement, c'est une petite ville très tranquille où voilà, franchement, les gens sont super sympathiques. Il y a vraiment rien à reprocher à cette ville. Ouais, la douceur angevine, c'est pas un C'est ce cliché. qu'on dit, ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais, mais c'est un peu un mitin. C'est un peu un mitin. Pas vu beaucoup de beau temps, moi, depuis que je suis en jeu. Ok. Vous suivez encore le SAS, bien sûr, et les anciens coéquipiers? Oui, bien sûr, bien sûr que je suis. Je suis toujours, je suis où tous mes anciens collègues vont. Donc je suis un peu tout le monde, mais j'ai toujours un œil sur le SAS, bien sûr. Bon, le SAS qui a perdu ce week-end, qui n'a pas réussi à enchaîner en Alsace. Oui, le SAS n'arrive pas à enchaîner. Ils sont toujours à la recherche de 2 succès consécutifs. Pour l'instant, cette saison, c'est pas arrivé. En Alsace, a priori, là, à Gnou, après juste un premier déplacement, justement, une semaine avant à Bissheim, qui avait été concluant. Là, ils sont retombés un peu dans leur travers. Et à lire les mots du coach Nicolas Rabuel, ils sont passés complètement à travers. Ouais, vous êtes d'accord, Esteban? Ils sont un peu sur courant alternatif, ils ont du mal à se trouver. De ce que je vois, oui, c'est vrai que je vois un bon résultat. Je me dis qu'allez, c'est parti, qu'ils vont réussir à lancer une série. Et puis après, je vois que la semaine d'après, ça suit un peu moins. Mais je pense que c'est aussi, il y a une nouvelle équipe, il y a un nouveau coach qui est arrivé, il y a un remaniement total qui a été fait au niveau des joueurs. Il y a quasiment la moitié de l'effectif qui a changé. Donc voilà, c'est le temps que la mayonnaise elle prenne. Ça prendra peut-être une saison et pour de nouveau jouer les places les plus attractives l'année prochaine. Ouais, on l'espère aussi. Merci beaucoup pour ce petit échange avec vous, Esteban. Avec plaisir. On souhaite de vous retrouver rapidement sur les terrains, puis on vous suit dans les Vosges, n'en doutez pas. Merci beaucoup. Porte-toi bien, merci. À bientôt, Esteban. Merci, ciao tout le monde. Sport d'hiver maintenant, Francis, avec la moisson de médailles de la Bresso de Amandine Mangin au championnat du monde junior de biathlon en Suède. Belle moisson, 3 médailles en 4 courses. 3 médailles en 4 courses, oui, c'est devenu une valeur sûre chez les jeunes. Avant son grand saut chez les seniors. Ça devrait être la logique des choses, en tout cas. Ouais, il y aura peut-être une place en Coupe du Monde en fin de saison, on ne sait pas, même si c'est très dense, bien évidemment. Donc, vice-champion du monde de l'individuel. Elle aura également le petit globe de la spécialité, médaillée d'argent avec le relais mixte, bronze sur le sprint. Puis aujourd'hui, elle a été un peu plus en difficulté sur le tir, mais comme beaucoup de monde. Oui, j'ai regardé un petit peu la Mastart, là, où elle finit finalement 4e. Avec 7 fautes, avec 7 fautes, elle était un peu dans les standards de tout le monde parce que la Suédoise qui l'emporte fait 4 fautes déjà. Puis sinon c'était une moyenne entre 5 et 8 fautes pour quasiment tout le peloton. Dernière épreuve à suivre mercredi matin avec le relais féminin. Et puis le lendemain, ça sera la reprise de la Coupe du Monde en République tchèque pour les 3 frères Claude. En slalom spécial, Clément Noël a lui perdu gros ce week-end. Vous avez peut-être suivi ça, Christophe? Dans les journaux ce matin. Le slalom spécial, seulement 10e pour un prétendant au globe, au petit globe. Oui, c'est un petit peu courant alternatif pour lui.
en ce début de saison. Bon, il perd fin de saison même. Parce que, Fin de saison, oui. Il perd, Début d'année, pardon. Il accuse Fin de désormais saison. 77 points de retard sur Henrik Kristoffersen qui est largement en tête du classement, sachant qu'il ne reste que 2 courses. La prochaine, ce sera le 16 mars en Norvège. Le championnat du monde de motocross MXGP a repris ses droits ce week-end en Argentine. Le pilote de Dogneuville, Romain Fèvre, est déjà sur la boîte. Vainqueur de la première manche, il a terminé deuxième au final et occupe donc logiquement la deuxième place du classement général. La suite, ce sera dans 15 jours en Espagne. On espère qu'il connaîtra une saison avec moins de pépins physiques, notamment. En tout cas, c'est bien parti. C'est bien parti. Quelques résultats Sportco pour boucler cette première partie. Avec tout d'abord en volet, Christophe, la victoire de vos voisines, les Loups de Saint-Die à Arnes, 3-0, 18 victoires en autant de journées. Vous avez pu les voir cette année ou pas encore ? Oui, tout à fait. Je suis allé les voir à une reprise. Ça tombe pas toujours très bien pour moi, mais oui, de toute façon, elles performent. Ouais. Cette année est une grande année. J'ai l'impression qu'elles sont bien parties pour monter. Vous les trouvez plus fortes oui, parce qu'en fait, la force, comment dirais-je, de l'habitude, si je puis dire, et puis elles ont appris à jouer ensemble. Ils ont renouvelé en partie l'effectif, mais il y a quand même une grande stabilité au sein du club. Et puis, ils sont suivis par beaucoup de monde sur le secteur de Saint-Dié. Ils ont la chance d'avoir une grande salle, donc de pouvoir mettre 700-800 personnes à chaque fois. Donc, c'est chouette. Je pense que ça porte une équipe aussi. Hein. On le sent, bien nous, sûr, à notre petite échelle. On le sent aussi quand on a du monde autour de nous. Oui. On n'a pas encore sorti les calculettes, mais elle devrait partir en tête des playoffs. Je ne sais pas si vous l'avez fait de votre côté encore. Si, a priori, elle part avec 5 points d'avance. Oui. 5 points. Playoffs qui débuteront donc le 15 mars. Pour ce qui est du basket en National 3, 6e victoire consécutive pour l'Effort Basket Mirecourt chez la réserve du SLUC. Le BM est 7e à 2 points du podium, 4 d'avance sur la zone rouge. Défaite en revanche du BCGE qui restait sur 2 victoires d'affilée. Statu quo au classement, Golbet Épinal reste à égalité de points avec le SLUC en dernière position. On vous renvoie vers notre journal pour retrouver les images de la victoire des Wildcats. Vous y étiez, Francis ? Non, pas du tout. Non. J'étais au froid à Golbet. Okay, voilà. Vous auriez eu plus chaud peut-être à Poisson-Pré. Je pense. Victoire 3-1 donc face au Bouquetin de Courchevel-Méribel-Pralognan. Victoire laborieuse qui permet aux Spinaliens de s'assurer la première place à l'issue de la saison régulière. Titre honorifique. Dernière journée samedi à Morzine-Avoria. Voilà pour cette première partie. Tout de suite une virgule et on parle de ping. À nous, Christophe, fait retour en image tout d'abord sur l'épilogue de ces quarts de finale de la Ligue des Champions de tennis de table entre l'ASRTT Étival et Metz, vendredi dans le chaudron stivalien. La salle Michel Essa, bien remplie, hein, comme d'habitude. Tout à fait, effectivement, très bien rempli, 350 personnes à peu près. Il faudrait presque pousser un peu les murs. Oui, tout à fait. Ou vous décentralisez à Saint-Dié. Au POJC. Oui, effectivement. Il y a quelques belles compètes de tennis de table des fois au POJC. Oui, tout à fait. Bon, on rappelle que Metz l'a emporté. On a vu la balle de match de la 4e rencontre. On va y revenir. On rappelle que vous aviez perdu 3-1 fin janvier, c'est ça, en Moselle. C'est ça. Il y avait un scénario très serré pour que vous puissiez vous qualifier là ce week-end. Oui, 3-0 ou 3-1, effectivement, avec le golden match à la fin. Donc on espérait ça. C'est pas passé, mais ça aurait très bien pu passer. C'était vraiment très très serré, comme à chaque fois contre Metz. C'est une équipe très difficile à bouger, très compacte, très solide, elles se connaissent bien, même s'ils ont renouvelé en partie l'effectif comme nous. Mais oui, là elles ont été très solides. Ouais, donc vous l'avez dit, la formule, il fallait absolument 3-0 ou 3-1, une victoire pour pouvoir disputer le Golden Score. Il y a quelques regrets sur cette rencontre, notamment ici, là, dans le deuxième set, entre Adina Diakonou et Dieny Chao, avec plusieurs balles de set non converties. Oui, c'est ça, effectivement. On n'a pas eu cette chance que ça tourne, que la pièce tombe de notre côté, parce que si elle convertit ce point-là, si elle convertit ce set-là, c'est un tout autre match. Ouais, elle mène 2-0 dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Mais c'est le sport de haut niveau qui ne souffre effectivement pas d'approximation. Et voilà, il y a une petite hésitation et hop, on se retrouve. Elle a redressé la barre puisqu'elle a gagné le 4e set et perdu au tie-break. Elle était un peu émoussée, Jenny, on l'a senti. Oui, il y a de ça, je pense, et surtout énervé d'avoir perdu ce deuxième set. Et ça trotte dans la tête. Hein, quand vous savez que vous perdez une chance de pouvoir battre votre adversaire plutôt facilement, ça cogite. Et derrière, effectivement, c'est sur des petits riens que se font des victoires.
Ouais, elle a été quart de finaliste du top européen, donc peut-être Aussi. que physiquement Aussi. voilà, ça expliquait un petit peu. On ne peut pas lui reprocher, hein, elle porte l'équipe depuis des années, Francis. Depuis tant d'années, oui, maintenant. Oui, bah non, ça reste un accident dans le parcours, quoi. Tout à fait. Hein, tout parce à que fait. Jenny, Oui, c'est quand même, comme on vient de le dire, le porte-étendard, celle qui a apporté, de par sa longévité, le plus de victoires au club. Clairement, Donc, oui, c'est sûr. C'est une super joueuse et donc, qui a su se faire la mentalité et surtout à notre club. Il faut vous rappeler qui on est, finalement, tout petit club de tennis de table. On joue dans la cour des grands. Cette année, on pensait être une année de transition. On a, comme le disait Esteban, par rapport au SAS, on a renouvelé 50% de notre effectif, puisque 2 joueuses sont parties, 2 joueuses sont arrivées. Et donc on pensait véritablement pas faire grand chose cette année, année de transition, apprendre qu'elles apprennent à nous connaître, qu'on apprenne à les connaître et qu'elles sachent exactement ce qu'on attend d'elles. Et finalement on est au-delà des espérances. Un quart de finale de Ligue des Champions, c'est extra, même si l'année dernière on a fait finale, mais on n'a pas poussé. Et puis on est encore en lice en championnat de France. Exactement. Bon, il a fallu un petit temps de rodage, on y reviendra juste après. Là, vendredi soir, les recrues, justement, elles ont parfaitement tenu la dragée à Metz. Yang Siliu qui a remporté son match haut la main. Et puis Christina Kalberg qui a mis une ambiance de folie. Christina, en fait, c'est simple. Depuis qu'elle est partie de Metz, elle gagne. Tout simplement. Je pense qu'à Metz, alors je ne sais pas ce qui s'est passé à Metz ou ce qui ne se passait pas. Chez nous, on l'a déjà accueillie bras ouverts, j'imagine, comme à Metz. Mais en tout cas, elle a senti qu'on lui faisait confiance et qu'on attendait d'elle qu'elle soit bien déjà. C'est ce que je lui ai dit. Les premiers mots que je lui ai dit, je veux que tu sois bien dans notre club, que tu te sentes bien et que derrière, je suis sûr que ça matchera à un moment ou à un autre. Ça a été très vite. Voilà. Mais c'est une super joueuse. Alors, on a assisté à une belle partie de manivelle avec, face à Charlotte Lutz, victoire au tie-break de la Suédoise. Juste reviens sur. Donc, Jenny perdra juste derrière face à Maria Tailakova, qui elle s'était pris un 3-0 juste avant face à Yang Siliu. Pourtant, c'est des joueuses qui s'étaient battues 4 jours auparavant. Quoi. Oui. Tout à fait. Mais comme demain, les résultats ne sont jamais les mêmes. En fait, c'est ça qui est incroyable dans le sport de haut niveau et au tennis de table en particulier. Vous pouvez avoir un retournement complet. Vous pouvez avoir un match très facile un jour et puis le lendemain, ça sera à l'inverse. Alors que vous connaissez parfaitement. Ah bah oui. Les joueuses se connaissent très bien et connaissent les points forts et les points faibles de chacune. Mais oui, c'est... en fonction de là où vous jouez, c'est pas la même chose. En fonction du tirage au sort, ça change. Oui, tout à fait. À noter que vous avez remporté cette rencontre, malgré tout. Alors celle-ci, non, on aurait pu. Non, on a perdu 3-2 parce qu'en fait, Yangzi, on s'est posé la question de savoir si on allait jouer, puisque les arbitres nous ont demandé si on jouait. Et puis finalement, on a joué, mais on voyait bien que Yangzi était plus dedans. Elle était déjà mardi, elle, dans l'esprit. Donc elle s'est inclinée face à Sarah Denut, la luxembourgeoise remplaçante Oui, c'est ça. De Metz. La petite satisfaction, c'est qu'il y aura au moins un club français encore en finale. Tout à fait. C'est en ça qu'on s'aperçoit que le championnat de France est extraordinairement... Le niveau du championnat de France est élevé. En fait, il y aura un représentant en demi-finale et il y aura un représentant en finale. On le sait, là, déjà. Donc, c'est pour dire que le niveau du championnat de France est élevé. Le champion de France actuel n'est même pas dans les playoffs de cette année pour essayer de jouer le titre cette année. Saint-Quentin est sorti des playoffs. C'est quand même incroyable. Mais Saint-Quentin qui est en demi-finale du coup En demi-finale de Ligue des Champions, mais pas en championnat de France. Face à Metz. On l'a dit, l'équipe a trouvé son rythme de croisière. Donc il y a eu 2 départs, deux arrivées pour 2 départs. C'est Marie Migaud et Dana Matelova. Cela a pris un peu de temps en début d'année de trouver la cadence. 4 matchs. C'est normal. 4 matchs, 4 défaites, effectivement, oui. C'est normal. Comme vous l'avez dit, il faut que tout le monde apprenne à se connaître, à savoir quel est le fil directeur de la saison. C'est ça, effectivement. Et après, ça prend un peu de temps, c'est normal. Et donc vous êtes surpris de là où vous ont emmené les filles cette année ? Ah oui, tout à fait. Franchement, on s'attendait à avoir une année beaucoup plus difficile. Surtout, je vous le rappelle, on a eu comme une grosse... Enfin, Camélia a été blessée. Jenny était blessée aussi, même réussi à jouer quand même. Donc on a eu vraiment... On n'a pas été aidé par le sort. Et donc, du coup, ça a donné 4 défaites en championnat de France contre des équipes qui, finalement, aujourd'hui, ne sont pas forcément qualifiées pour les playoffs, en plus. On n'a pas perdu contre les plus forts. Et au contraire, contre les plus forts, on a fait des résultats plus qu'honorables, puisqu'en règle générale, on a gagné. Donc, du coup, comment dirais-je
je suis assez optimiste pour la suite. J'espère qu'on va se qualifier demain pour les demi-finales de championnat de France. Et si on s'y qualifie, on a autant de chances que tout le monde de pouvoir effectivement remporter ce titre de champion de France. En tout cas, on l'espère vraiment. Donc après ces 4 défaites lors des 4 premières journées, vous aviez enchaîné 8 victoires en championnat, un vaincu dans la phase de poule de la Ligue des Champions. Oui. Et puis donc la victoire au match aller à Metz, victoire 3-1, mais rien n'est fait. Ah bah non, ça serait trop facile. Bon, on est en ballottage favorable, on peut dire éventuellement ça. Simplement, comme toutes les rencontres sont différentes, les filles vont avoir à cœur véritablement de se qualifier. Parce que finalement, c'est peut-être un bien qu'on ait perdu. Au lieu de gagner 3-2 qui ne nous aurait pas qualifiés en Ligue des Champions, on a perdu 2-3. Et quelque part, après chaque défaite, les filles veulent lever le poing en se disant mais attendez, on est là et on va prouver qu'on est là. Donc j'ai bon espoir effectivement que les matchs soient très beaux, qu'il y ait de très belles rencontres et que la pièce tombe de notre côté cette fois-ci et qu'on puisse se qualifier. Ouais, la formule sera plus simple qu'en Ligue des Champions. Les conditions pour vous qualifier. Alors c'est plus simple dans le sens où ce sera au goal average. Si on finit 3-1 et qu'on perd 3-1, imaginons qu'on perde 3-1, ce sera au goal average, d'abord en 7 average et puis point average s'il y avait besoin. Nous sommes dans tous les cas en ballottage favorable. Donc il faut gagner au moins 2 matchs. Oui. Voilà, pour être tranquille. Les joueuses et les coachs se connaissent par cœur. Sur quoi ça se joue, une rencontre comme ça? Troisième rencontre sur le tirage au sort déjà. Alors sur le tirage au sort, effectivement, de savoir qui va jouer contre qui. Et puis surtout sur la forme des joueuses. De toute façon, on le voit bien. Il suffit qu'une joueuse soit un tout petit peu moins bien et ça se ressent tout de suite à la table. Et un match qui devrait être facile l'est pas. Et derrière, effectivement, vous croisez les doigts pour gagner ce match. Donc en fait, pardon, là elles sont à égalité puisqu'elles ont joué en même temps, donc il n'y a pas une équipe qui a bénéficié de. Donc au moins c'est à égalité au départ. Clair. Voilà, exactement. La salle est un peu plus rapide, à Metz, mais bon, je pensais que jusque-là ça nous désavantageait, et puis finalement on a quand même été gagné chez eux 3-0, et 3-1. Donc du coup finalement non, c'est même pas une histoire de rapidité de terrain, si je puis dire, ou de table. Il y a plein de paramètres. On verra. Ce sera véritablement sur la forme du moment, sur l'envie des joueuses, savoir si elles sont émoussées ou pas, mais ça reste du sport de haut niveau en fait. Et on le voit, un petit rien peut changer la donne. Ouais, on se rappelle que c'est là-bas que vous aviez été sacré champion de France en 2019. Tout à fait. Le tennis de table est le sport numéro 1 à Étival, on peut dire ça. En toute modestie. Est-ce qu'il y a eu un effet JO, un effet supplémentaire là, depuis l'été dernier au club? Oui, il y a un effet, et tous les clubs le disent, on en discutait au niveau départemental, j'ai entendu des discussions, j'ai eu l'occasion de discuter avec Christophe Porte, qui est président du comité régional. Et donc oui, il y a eu un effet, et on l'a senti effectivement. On peut parler de 15-17% de licenciés en plus, oui. À Étival, et dans les Vosges en général. Alors, je ne voudrais pas m'avancer, mais je sais qu'il y a un certain nombre de clubs nous ont dit, mais oui, puis on nous parle des frères Lebrun. Bien sûr. Bon, c'est évidemment les frères Lebrun qui viennent en premier. Et puis ce sport, effectivement, est devenu, a été médiatisé. On le voit aussi sur les réseaux sociaux. On voit bien plus d'images de tennis de table aujourd'hui, sur Facebook ou ailleurs. Il y a de la chaîne, l'équipe 21 qui a retransmis le top 16 européen là, récemment, où Jenny a effectivement battu la tenante du titre, qui était française d'ailleurs, en premier match. C'est ça ? Yann Yanan, elle a pas. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc du coup, il y a plus d'images. Donc forcément, il y a de plus en plus de personnes qui viennent voir un peu comment ça se passe dans la salle. Et puis c'est un sport universel, Francis. Puis on en parlait aussi avant l'émission, ça reste universel, mais c'est surtout très ludique. Qui n'avait pas joué dans son garage au ping-pong, au tennis de table, pardon, quand on était jeune, quoi. Non, ça reste très ludique, c'est convivial.
on peut se faire n'importe quel challenge avec une balle de tennis de table, quoi. C'est ça. Alors en fait, c'est l'avantage et l'inconvénient de ce sport. C'est qu'en fait, tout le monde a l'impression de savoir jouer au tennis de table. Donc pourquoi aller voir du tennis de table à haut niveau ? Parce que de toute façon, je jouais dans mon garage et puis que j'arrivais à se matcher de temps en temps. Puis voilà. Donc c'est vraiment, malheureusement, ça le sert et en même temps, ça le dessert un peu au niveau je pense pour le moment, de la médiatisation. C'est qu'on se dit, c'est un sport mineur parce que c'est un sport ludique, un sport que tout le monde peut faire, un peu comme le badminton en fait. On jouait tous à la raquette sur la plage ou dans un pré. Et c'est un peu dans le même esprit. Ouais, mais quand on est juste devant la table, on peut vous assurer que c'est Oui, les images suffisent à elles-mêmes. Niveau infrastructure, tout ça, niveau place, créneau, nombre d'entraîneurs et tout, vous êtes bien, Christophe ? Eh ben, on est en fonction de notre taille, c'est-à-dire qu'on est un tout petit club. On a effectivement beaucoup de bénévoles. On s'appuie sur Jérôme, évidemment, qui est coach de l'équipe, mais qui s'occupe aussi, pas que de l'équipe féminine, qui s'occupe aussi de l'ensemble, effectivement, des licenciés du club, avec d'autres bénévoles du club. Mais oui, c'est sûr, on est petit, mais déjà grand, comme notre slogan le dit. C'est toute la contradiction et c'est une force. Parce que les choses vont très vite dans notre club et puis on n'est pas obligé de monter, descendre, enfin dans les décisions. Tout est pris très vite. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur des collectivités qui nous suivent depuis longtemps, qui ont confiance en nous. Mais en même temps, c'est un inconvénient parce qu'effectivement, on est une petite structuration avec un petit budget. Donc en fait, faire venir des joueuses fortes, c'est pas possible. Nous, on est obligé d'aller fouiller, dégoter, comme Christina par exemple, on a été dégotée à Metz, elle gagne pas un match. Et on fait le pari que si c'est une super joueuse et qu'elle va gagner. C'est ce qui se passe, mais c'est grâce à l'environnement, c'est grâce à Jérôme, c'est grâce à Alice, à Jean-Luc, enfin bref. Et puis elle a senti qu'elle trouvait une famille. Voilà. Donc vous êtes un président heureux. Ah oui, tout à fait, très heureux, très heureux. Allez, en attendant le match retour du championnat quart de finale de Pro-Dame mardi soir, on croise les doigts pour Etivan. Merci beaucoup, Christophe. Merci à très vous. bientôt. Merci Francis, on se retrouve très vite plaisir. sur ce plateau. Merci à Jérémy Combe et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Très bonne semaine sur Vosges TV et à lundi prochain. Merci messieurs.